Bonjour tout le monde et bienvenue dans la Biblio de Martin Eden, notre format dédié aux œuvres incontournables des sciences sociales et de la pensée critique pour mieux comprendre notre monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, un livre qui renverse littéralement la table et notre façon de raconter l'histoire. Alors oubliez 2 minutes les rois, les présidents, les généraux et les grands traités diplomatiques. On part sur d'autres traces, beaucoup plus ancrées dans la réalité sociale. On décrypte ensemble les luttes et les rêves, une somme magistrale de près de 900 pages signée Michel Zancarini-Fournel. C'est un sacré pavé, on est d'accord, mais c'est surtout une œuvre absolument vitale aujourd'hui. L'autrice est une spécialiste incontestée de l'histoire sociale contemporaine et elle nous plonge directement dans la chair même, souvent invisible, de notre société. D'ailleurs, petite précision cruciale avant d'aller plus loin, cette présentation c'est vraiment votre porte d'entrée globale, votre boussole. Mais ce livre passionnant est exploré en profondeur, chapitre par chapitre, dans notre podcast audio Martin Eden plein cadre. Chaque émission accueille des chercheurs, des historiens et des militants pour aller au fond des choses. Le lien vers le podcast est juste là, dans la description et en commentaire épinglé. Bref, fermons la parenthèse et voyons ce que l'autrice nous réserve. Pour structurer ce vaste voyage, on va suivre 6 grands axes. On verra d'abord ce qu'est l'histoire d'en bas, ensuite pourquoi l'année 1685 décentre complètement notre regard, les vies ordinaires et les rébellions, les luttes des femmes, la question coloniale, et on terminera sur le fameux refoulé de l'histoire. Partie 1, l'histoire d'en bas. Redéfinir le récit. Alors, qu'est-ce qu'une histoire populaire exactement ? Eh bien, c'est avant tout un changement total d'objectif. Au lieu de braquer les projecteurs sur les élites et les vainqueurs, l'autrice s'intéresse aux subalternes. Ce terme un peu technique, il désigne en fait toutes ces populations qui sont maintenues à l'écart du pouvoir établi, que ce soit politiquement, socialement ou même géographiquement. On parle des artisans des faubourgs, des paysans qui triment pour survivre, des minorités persécutées, des peuples colonisés. L'idée, c'est de redonner de l'épaisseur et de la voix à tous ceux qui finissent perpétuellement dans les angles morts de nos manuels scolaires. Et pour ça, Michel Zancarini-Fournel s'inspire de très près de l'historien britannique Edward P. Thompson. Faire l'histoire par en bas, ce n'est pas juste lister des faits, c'est littéralement une mission de sauvetage. C'est un immense travail sur la mémoire et sur le pouvoir pour racheter ces voix oubliées face à ce que Thompson appelait très justement l'immense condescendance de la postérité. Il s'agit d'explorer ces utopies sociales, ces futurs possibles qui ont peut-être perdu la bataille sur le moment, mais qui portaient en eux des rêves d'égalité absolument fulgurants. Partie 2, 1685. Décentrer le regard. Ce qui est vraiment frappant dès les premières pages, c'est le contraste. On a tous en tête le récit traditionnel de la France moderne, les dorures de Versailles et sous Louis XIV ou bien la grande rupture de la Révolution de 1789. Mais ici, non. Le récit démarre délibérément en 1685. Pourquoi cette année-là ? Parce que 1685, c'est l'adoption du funeste Code noir qui officialise et encadre l'esclavage aux Antilles. Et c'est en même temps la révocation de l'édit de Nantes qui déclenche une persécution terrible des minorités protestantes. Ça change tout, non ? On place d'emblée la violence, l'oppression et l'exil au point de départ de l'histoire moderne. En décalant ainsi notre point de départ, c'est toute notre chronologie qui prend un visage totalement inédit. Le livre nous fait voyager à travers les tentatives acharnées de bâtir un autre monde. On passe de la survie des exilés de 1685 aux immenses espoirs démocratiques du printemps des peuples de 1848. On traverse ensuite l'expérience inouïe de la Commune de Paris en 1871, où le peuple prend réellement les rênes du pouvoir politique pendant 72 jours, pour aboutir finalement aux gigantesques secousses sociales et culturelles de 1968. Partie 3. Vie ordinaire et rébellion. Le croisement des luttes. La structure du livre est fascinante parce qu'elle tresse en permanence 3 grands fils conducteurs à travers chaque époque. On a évidemment la dimension économique et les luttes des classes populaires, mais ce n'est jamais isolé. Ce fil est systématiquement croisé avec la question du genre, donc les combats spécifiques des femmes, et avec le fait colonial. Sans ce croisement, impossible d'avoir une vraie vue d'ensemble du passé. Pensez-y, comprendre le quotidien d'une ouvrière issue de l'immigration, c'est justement voir comment ces oppressions se superposent et s'entremêlent. Et la lutte pour la dignité, ce n'est pas toujours une grande explosion avec des barricades et des drapeaux. L'histoire sociale, c'est aussi observer les résistances cachées, les petits arrangements du quotidien face à un ordre écrasant. Ça peut être le braconnage dans les forêts seigneuriales pour se nourrir, le vol de bois mort en plein hiver, les ouvriers qui ralentissent secrètement la cadence des machines à l'usine, ou même le simple fait de chanter des refrains subversifs à la taverne. Ce sont ces millions d'actes discrets qui tissent la trame de notre conscience populaire. Partie 4, les luttes des femmes. Élever les voix. Pour rendre l'histoire palpable, le livre fait massivement appel aux témoignages directs, des archives arrachées à l'oubli, comme celle de Lucie Baude. En 1904, cette militante prend la plume pour raconter sa vie. Elle décrit le quotidien d'une ouvrière de la soie, l'épuisement total, le bruit assourdissant des métiers à tisser en toile de fond, mais surtout le courage monumental qu'il a fallu pour organiser des syndicats féminins et mener des grèves. En mettant ces paroles au centre, l'histoire devient profondément intime. Et l'autrice nous montre que ces parcours très personnels d'émancipation féminine se connectent directement aux immenses transformations politiques de l'époque.
Les militantes féministes de 1848 n'étaient pas de simples observatrices silencieuses, bien au contraire. Elles créaient des réseaux transnationaux, fondaient des clubs politiques et diffusaient leurs propres journaux comme La Voix des femmes, pour exiger non seulement le droit au travail, mais carrément une pleine citoyenneté démocratique. Partie 5. La question coloniale. Au-delà de l'Hexagone. S'il y a bien un piège que cette histoire populaire évite à merveille, c'est celui de réduire la France à son seul territoire métropolitain. Les souffrances et les soulèvements des peuples colonisés aux Antilles, en Afrique ou en Indochine sont placés exactement sur le même plan d'importance historique que les révoltes parisiennes. Le combat de Toussaint Louverture contre le rétablissement de l'esclavage, c'est un séisme historique au moins aussi crucial que la Révolution à Paris ou les émeutes des Canuts à Lyon. C'est ça qui dessine ce que le livre appelle joliment la mosaïque France. Le pays a été forgé par des travailleurs migrants, des réfugiés et des peuples colonisés jetés dans les tranchées des guerres mondiales. L'un des exemples les plus dingues du livre, c'est celui des fameux Kabyles du Pacifique. Ce sont des insurgés algériens de 1871 arrachés à leur terre natale et envoyés au bagne en Nouvelle-Calédonie. Et figurez-vous que là-bas, à l'autre bout du monde, ils ont croisé la route des exilés de la Commune de Paris. Ces destins incroyables, souvent accueillis à bras fermés, ont pourtant lutté avec une résilience qui force le respect. Partie 6. Le refoulé de l'histoire. Le retour du passé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cet ouvrage colossal vient percuter de plein fouet notre époque moderne en s'achevant sur l'année 2005, une année explosive où tout se cristallise. D'un côté, au printemps, le vote d'une loi très polémique demandant de valoriser le rôle soi-disant positif de la colonisation. De l'autre, à l'automne, l'embrasement des quartiers populaires, les grandes révoltes urbaines et la déclaration de l'état d'urgence. Le récit nous montre de manière implacable que les questions postcoloniales qu'on ignore, couplées aux fractures de classe, finissent toujours par ressurgir violemment. Le passé finit toujours par nous rattraper. Alors, pour conclure cette synthèse, je vous laisse avec cette question en guise de réflexion. Si on change notre fusil d'épaule, si on regarde enfin les acteurs oubliés et marginalisés du passé, à quel point cela transforme-t-il radicalement notre compréhension des crises et des fractures sociales d'aujourd'hui ? Comme je vous le disais en introduction, cette présentation n'est qu'un amuse-bouche. Le livre Les luttes et les rêves regorge d'innombrables autres trésors. C'est pourquoi je vous invite vivement à prolonger l'expérience en écoutant l'analyse détaillée, chapitre par chapitre, avec des invités passionnants sur le podcast Martin Eden Plein Cadre. Le lien est disponible juste en bas dans la description et en commentaire épinglé. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rater aucune future exploration de la bibliode Martin Eden. Et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions sur cette histoire vue d'en bas. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo autour de vous, à tous les curieux, à ceux qui s'intéressent aux luttes ouvrières, au féminisme et au combat pour la dignité. Merci infiniment de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble un nouveau livre essentiel pour comprendre le monde.